Les 6 étapes pour investir sans prendre de risques. Maîtrisez vos finances avec des règles simples, accessibles à tous. Donc il n'y a pas besoin de niveau exceptionnel pour suivre cette vidéo. Si vous êtes débutant, c'est encore mieux. Si vous commencez seulement à investir, si vous avez déjà 2-3 actifs en poche, eh bien suivez cette vidéo, elle pourra vous apprendre des choses. Et je pense que ça pourra déboucher sur d'autres vidéos par la suite. Donc l'étape numéro 1, c'est vous éduquer financièrement et définir vos objectifs financiers. Alors si vous regardez sur le petit schéma qui est circulaire, l'étape numéro 1 prend une grosse portion de ce schéma et surtout elle est au centre parce que c'est la première étape de tout votre parcours financier. Si vous désirez investir, donc c'est-à-dire mettre votre argent sur des actifs et le faire travailler, ça veut dire que c'est de l'argent qui va sortir de votre poche, c'est de l'argent que vous allez gagner à la sueur de votre front en allant travailler, d'accord? Donc si vous jetez l'argent par les fenêtres, autant ne rien faire, d'accord? Autant continuer à consommer comme vous le faites sûrement. Donc consommer du Netflix, consommer des restaurants, des sorties, je sais pas moi, en boîte, etc. Boire de l'alcool, fumer, etc. Enfin bref, dépenser votre argent n'importe comment. Et comme ça, vous prenez pas la tête avec l'investissement. Par contre, si vous souhaitez faire travailler votre argent, il va falloir le faire de manière intelligente. Et donc pour ça, il faut commencer par la première étape, vous éduquer financièrement et définir vos objectifs financiers. C'est la toute première étape et c'est la plus importante parce que sans ça, déjà vous ne savez pas où vous allez aller et surtout vous allez vous planter, d'accord? Vous allez mettre votre argent, comme le commentaire l'a dit, dans des actifs qui vont se cracher et donc vous n'allez pas savoir quoi faire, vous allez faire des entrées, des sorties, vous allez perdre de l'argent et vous allez voir votre capital fondre comme neige au soleil. Ensuite, l'étape numéro 2, c'est connaître votre tolérance au risque. Donc ça c'est pareil, il va falloir définir votre profil d'investisseur, on va voir ça après. L'étape numéro 3, c'est épargne de précaution, donc une épargne de sécurité, c'est pour prévoir les coups durs. On va développer encore une fois juste après. L'étape numéro 4, c'est investir dans des produits financiers sûrs et éviter les investissements spéculatifs. Donc cette étape, elle fait assez référence au message que j'ai reçu sur ma chaîne puisque ce message a été posté sur une vidéo qui parlait de Bitcoin. J'invitais les gens à s'intéresser au Bitcoin et non à investir dessus. Ça fait une très grosse différence entre s'intéresser, donc s'informer et puis prendre des informations qui vont nous permettre de nous placer ou pas sur un actif et d'un côté passer à l'action et investir. Là, il y a deux, voilà, c'est quand même assez opposé. Mais bon, bref, ça a été mal interprété, c'est pas grave. Dans tous les cas, j'orientais les gens vers un actif qui avait le potentiel d'être une opportunité d'investissement. Alors, voilà, investir dans des produits financiers sûrs et éviter les investissements spéculatifs, dont le Bitcoin. Évidemment, la crypto-monnaie, c'est un investissement qu'il vaut mieux éviter lorsque l'on ne sait pas investir. Et bon, même si je vous ai invité à vous intéresser à cet actif, c'est vrai que dans l'idée, voilà, si je m'adresse à on va dire, un public néophyte, évidemment, je devrais plutôt leur apprendre à investir plutôt qu'à s'orienter vers des actifs qui sont spéculatifs. Mais à culpa. Ensuite, étape numéro 5, diversifier votre portefeuille. Ça, c'est très important parce que si vous mettez tout votre argent, par exemple, on va revenir sur l'exemple du Bitcoin, sur le Bitcoin, eh bien, si celui-ci crache, vous perdez tout votre capital. Alors que si derrière ça, vous avez un capital de 4, 5, 6% de votre capital total investi sur un seul actif, eh bien si celui-ci se casse la gueule, vous avez moins de risque de perdre votre argent. Et l'étape numéro 6, c'est investir régulièrement en DCA. Alors je vais vous expliquer ce que c'est après, on va passer à l'étape suivante. Donc la deuxième fiche, elle dit étape numéro 1, l'éducation financière et définir des objectifs clairs et réalistes. Ça c'est très important. Donc maîtriser votre avenir financier, commencez par l'éducation. Avant de commencer à investir, il est essentiel de comprendre les différents types d'investissements disponibles ainsi que les risques associés à chacun. Prenez le temps d'apprendre les bases de l'investissement comme la diversification, les marchés financiers et les produits d'investissement. Alors, pour faire votre éducation financière, il y a plein de voies possibles. On peut déjà commencer par le faire par le biais de vidéos comme celle-ci. On peut aussi suivre des séminaires, des webinaires, des conférences. On peut acheter des formations qui sont très intéressantes parce que généralement, eh bien, les formateurs ont de l'expérience et ils partagent leur expérience et puis surtout leur méthode pour commencer à investir de manière assez fluide. Ensuite, on peut aussi lire des livres. J'ai d'ailleurs mis une liste de livres dans la description. Vous pouvez la voir, elle est assez complète. Tous les livres qui sont dans cette liste ont une valeur à apporter dans votre vie, donc n'hésitez pas à les lire. Voilà, j'en ai quelques-uns derrière moi, évidemment, je vous encourage à le faire.
Et puis ensuite, on peut aussi écouter des podcasts. Et puis, il y a diverses façons de s'instruire, mais surtout, le plus important, c'est de le faire. Si vous ne le faites pas, vous allez vous retrouver face à un problème, c'est que les marchés, ils en ont rien à faire de nous. C'est-à-dire que si nous, demain, on se dit, tiens, je vais investir là, puis je vais sortir là, le marché, lui, il en a rien à faire. Si vous imaginez que le marché va aller jusqu'à votre objectif pour vous donner raison, ça ne marche pas comme ça. Le marché, s'il veut se casser la tronche, il se cassera la tronche. Donc, le mieux, c'est de savoir comment anticiper les cours, parce que anticiper, d'accord, anticiper. Je préfère le dire tout de suite, on anticipe les cours, on ne les devine pas. En aucun cas, on peut deviner ce que va faire les cours, quel que soit l'actif. C'est impossible. Mais on peut quand même anticiper certains mouvements et c'est là qu'on va pouvoir prendre des profits. Ensuite, planifiez votre réussite financière avec des objectifs clairs et réalistes. Oui, parce que si demain tu te dis je vais faire plus 10 000% sur le Bitcoin, ça va être compliqué, d'accord, parce que c'est pas du tout réaliste. Donc, avant de commencer à investir, déterminez vos objectifs financiers à court terme, moyen terme et long terme. Voulez-vous épargner pour la retraite, acheter une maison ou financer les études de vos enfants ? En ayant des objectifs clairs, vous pouvez mieux choisir les types d'investissements qui conviennent le mieux à vos besoins. Pareil, si vous n'avez pas besoin de beaucoup d'argent, s'il faut juste faire fructifier de 30-40% votre patrimoine, on aura des stratégies qui seront plus ou moins moyen court terme au lieu d'aller chercher du 15, 20, 30 ans, d'accord ? Mais si par contre vous avez un objectif de retraite, là par contre il va falloir investir sur 20, 30, 40, 50 ans. Je ne sais pas quel âge vous avez, à quel âge vous allez commencer à investir, mais il faut le faire déjà tôt et il faut le faire sur le long terme. Et c'est pas du tout les mêmes approches ni les mêmes objectifs. Et surtout, il faut que ça soit réaliste. Si vous vous dites je vais investir pendant 120 ans, excusez-moi, mais je pense pas que vous vivrez jusque-là. Alors ensuite, on va aller voir l'étape numéro 2 qui est connaître votre tolérance au risque. Ça, c'est très important avant de commencer à investir parce que ça va déterminer votre psychologie et votre façon d'investir. Parce que si demain, vous investissez votre argent et que vous fondez en larmes dès que le cours baisse de 3, 4, 5, 6%, pire, subit une correction ou un crash, c'est même pas la peine. C'est même pas la peine parce que émotionnellement, vous n'allez pas survivre. Donc, connaître votre tolérance au risque, maîtriser votre tolérance au risque pour investir en toute confiance. Donc, on le voit, on a deux baromètres. On a les risques très élevés et une tolérance qui est plutôt bonne. Donc, connaître votre tolérance au risque est essentiel pour prendre des décisions d'investissement éclairées. Cette évaluation implique de réfléchir à votre confort personnel avec l'incertitude et à votre capacité à supporter les fluctuations du marché. Donc, c'est ce que je viens de vous expliquer. Si vous êtes prêt à prendre des risques plus élevés, vous pourriez viser des investissements plus volatiles avec un potentiel de rendement plus élevé. Mais cela pourrait également entraîner des pertes importantes. Donc, par exemple, si vous êtes à l'aise avec le risque de perdre votre argent, vous pouvez très bien mettre un très gros pourcentage de votre capital sur une opportunité d'investissement qui est sur le point d'exploser. Par exemple, si vous aviez investi en 2022, début 2023 sur le Bitcoin, vous auriez investi une très grosse partie de votre capital, vous auriez pris un très gros risque, mais derrière, vous auriez eu un très gros rendement potentiel. Derrière ça, il faut avoir la psychologie et surtout, le mindset pour résister à ça. Donc, si vous n'êtes pas fait, vous n'êtes pas câblé pour ça, ce n'est pas la peine d'aller sur des investissements qui sont très volatiles et donc risqués avec des potentiels rendements plus élevés. En revanche, si vous préférez des investissements plus sûrs, vous opterez probablement pour des placements moins risqués, mais avec des rendements plus modestes et stables à long terme. Cette évaluation personnelle est cruciale pour construire un portefeuille qui correspond à vos objectifs financiers et à votre confort psychologique. Le confort psychologique, c'est vraiment le plus important, parce que sinon vous ne tiendrez pas. Si vous avez un objectif sur 5, 10, 15, 20 ans, c'est très long, d'accord ? Si vous êtes en transe dès qu'il y a une modification du cours du marché, si celui-ci corrige de 5, 10, 15, 20% et que vous n'êtes pas à l'aise avec ça, vous n'allez pas dormir. Vous allez stresser, vous allez angoisser, vous allez vous manger les ongles, vous allez pleurer, etc. C'est même pas la peine. Donc il faut absolument déterminer quel est votre profil. Est-ce que vous êtes agressif et donc vous êtes à l'aise avec le fait de perdre plus facilement et potentiellement de l'argent, ou est-ce que vous êtes plus safe et donc vous avez plus de temps devant vous? Vous allez prendre votre temps pour faire croître votre patrimoine. Vous allez être prêt à prendre 5, 10, 15, 20, 30 ans de votre vie, à bloquer cet argent sur des investissements et le voir croître. Mais derrière ça, avoir une
une stratégie plus sûre, plus sereine, avec une psychologie qui sera moins malmenée, quoi. Vous aurez moins de choc émotionnel. Donc ça, c'est à vous de voir, et c'est la deuxième étape. Il faut absolument faire ce travail et choisir dans quel camp vous allez être. Le camp du risque ou le camp de la stabilité financière. Ensuite, l'étape numéro 3, c'est l'épargne de précaution. Ça aussi, c'est très important, j'en ai fait les frais. J'avais une épargne de précaution, mais qui n'était pas assez élevée pour subvenir à des gros besoins. Et donc, quand j'ai eu besoin d'y avoir recours, j'ai très vite cramé mon épargne de sécurité. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai dû piocher dans l'argent que normalement j'investis tous les mois. Et donc, ça faisait 3-4 mois que je ne pouvais pas investir. J'ai perdu 2 000 € d'investissement, ce qui se traduit sur le long terme à 30, 35 000, 40 000 €. Parce que sur 20-30 ans, à 10%, ça pique. Ça pique très fort. Donc, c'est très important d'avoir une épargne de précaution. Donc, sécurisez votre avenir financier avec une épargne de précaution. Constituer une épargne de précaution est une étape fondamentale avant de se lancer dans l'investissement. Cette réserve d'argent disponible agit comme un filet de sécurité financier, vous permettant de faire face à des dépenses imprévues sans avoir à puiser dans vos investissements. Moi, c'est ce que j'ai eu. J'ai eu le cas, j'ai dû puiser dans l'argent de mes investissements. Alors, je n'ai pas puisé sur l'argent qui était investi, mais sur l'argent que je devais investir. Et j'ai raté des opportunités d'investissement. Et là, ça pose vraiment problème parce que quand on a des grosses opportunités de faire peut-être x2, x3, x4, c'est de l'argent qu'on perd définitivement, d'accord? Parce que les opportunités, quand elles sont passées, elles sont passées. Donc il faut avoir de l'argent, du cash à investir. Et pour avoir du cash à investir, il faut quand même avoir une épargne de précaution qui va nous sécuriser. Pourquoi? Eh bien, imaginez-vous soudainement confronté à des frais médicaux inattendus ou à une réparation coûteuse de votre véhicule. Sans une épargne de précaution adéquate, vous pourriez être contraint de vendre des actifs ou de retirer des fonds de vos investissements, compromettant ainsi votre stratégie à long terme. Parce que dans la stratégie à long terme, on a surtout les intérêts composés. Chaque année, vous allez percevoir des intérêts pour avoir investi votre argent dans des actifs. Ça va être soit par forme de dividendes, soit par la capitalisation, la croissance du cours dans lequel vous êtes investi. Donc soit vous prenez votre argent au bout d'un certain temps et vous partez avec une plus-value, soit chaque année vous touchez des dividendes que vous allez réinvestir et donc faire augmenter votre capital d'investissement. Et malheureusement, ça va compromettre cette stratégie parce que au bout de 15, 20, 30 ans, votre cours va augmenter de manière exponentielle. Vous allez avoir une courbe exponentielle, c'est-à-dire qu'au lieu d'être plat, comme ça, l'évolution de votre cours ne va pas être plat, mais va décoller vers l'espace. Et bien ça va être interrompu, ça va ralentir cette croissance. Donc c'est très important d'avoir une épargne de précaution de côté. En constituant un fonds d'urgence suffisant, généralement équivalent à 3 à 6 mois de dépenses courantes, vous vous assurez une tranquillité d'esprit financière. Cela vous permet de rester concentré sur vos objectifs d'investissement sans craindre les imprévus de la vie quotidienne. Moi, j'avais à peine 1 mois et demi, 2 mois d'épargne de sécurité. Donc autant dire que quand j'en ai eu besoin, c'est très très vite parti. Voilà, le mieux c'est 3 à 6 mois, peut-être même 1 an si vous avez la possibilité, si vous n'êtes pas trop pressé, parce que comme je vous l'ai dit, l'étape numéro Numéro 1, c'est l'éducation financière et définir des objectifs clairs et réalistes. Donc le temps que votre éducation se fasse, parce que ça ne se fait pas en un jour, d'accord, vous allez apprendre des concepts, vous allez apprendre des méthodes d'investissement, vous allez apprendre à analyser des cours, à analyser des entreprises, etc. Donc ça peut prendre du temps selon votre profil, selon votre manière d'apprendre, selon les contenus que vous allez consommer pour apprendre, etc. Donc ça va prendre plus ou moins de temps. Et pendant ce temps-là, vous pouvez mettre de l'argent de côté et avoir un compte d'épargne qui va grossir, et donc ça vous le mettez de côté, ça va devenir votre matelas de sécurité. Donc vous avez le temps, ça sert à rien d'aller trop vite, parce que si vous allez trop vite, comme le message l'a dit, vous allez rentrer dans des mauvais actifs au mauvais moment et vous allez perdre votre argent, ce qui est très très bête, surtout quand on veut faire fructifier son argent. On n'est pas au casino, d'accord? On n'est pas au casino. Donc l'étape 4, c'est investir dans des produits financiers sûrs et éviter les investissements spéculatifs. Et oui, ça c'est ce que je vous ai dit au tout début, mais on va voir pourquoi. Protégez votre avenir financier en investissant dans des produits sûrs et diversifiés. Investir dans des produits financiers sûrs tels que les obligations d'État et les ETF, les fonds négociés en bourse, est une stratégie courante pour les investisseurs souhaitant réduire leur exposition au risque. Les obligations d'État sont émises par les gouvernements et offrent généralement un revenu fixe et régulier, tandis que les ETF permettent d'investir dans un panier diversifié d'actifs, ce qui réduit les risques liés à la détention d'actions individuelles. Ces investissements sont souvent considérés comme plus stables et moins volatiles que les actions individuelles, ce qui peut être attrayant pour les investisseurs recherchant une certaine sécurité dans leur portefeuille. Alors, tout ça, je vais vous l'expliquer dans la page qui suit, donc on va pas trop développer, mais globalement, investir soit dans les obligations pour débuter, soit dans les ETF, c'est
voilà, c'est des choix qui sont plutôt sécuritaires et plutôt malins. Parce que il n'y a pas besoin d'avoir une grosse éducation financière. Entre grosses parenthèses, vous pouvez commencer à le faire en même temps que vous commencez votre éducation financière et en même temps que vous constituez votre épargne de précaution, mais avec des très très faibles proportions, d'accord? C'est vraiment pour vous faire la main et vous familiariser avec des actifs qui suivent le cours du marché ou des actifs plutôt sécuritaires, genre les obligations d'État. On va y revenir. Donc, privilégier la stabilité financière en évitant les investissements spéculatifs. Les investissements spéculatifs sont tentants en raison de leurs promesses de rendement rapide et élevé. Cependant, ces opportunités sont souvent entourées d'un niveau de risque très élevé. Les investisseurs devraient être prudents et se méfier des offres qui semblent trop belles pour être vraies. Ces investissements peuvent souvent être associés à des activités frauduleuses ou à des marchés volatiles, ce qui augmente le potentiel de pertes importantes. Donc là, on a soit les scammers, donc ceux à quoi j'ai été affilié, super, ou les marchés très volatiles, genre par exemple le Bitcoin. Et c'était l'objet de ma vidéo. Donc bon, voilà. C'est pas grave. Il est préférable de rester fidèle à des stratégies d'investissement prudents et à long terme pour éviter les pièges des investissements spéculatifs. En succombant à de telles offres, les investisseurs risquent de perdre une partie, voire la totalité de leur capital. Et ça, c'est très important de retenir cette phrase. C'est que si vous mettez une petite proportion de votre capital d'investissement dans un actif spéculatif, bon, à la limite, on peut avoir un petit portefeuille spéculatif, ça ne pose pas trop de problèmes, mais il faut que ça reste dans des proportions qui sont assez faibles, parce que si demain vous mettez tout votre argent, vous faites all-in sur cet investissement et que celui-ci se casse la gueule et ne remonte pas avant 10, 15, 20, 30 ans, ça risque de faire mal. Et des fois, ça ne remonte jamais. Donc vous perdez définitivement l'argent qui est sorti du cours de l'actif en question. Et ça pose un très gros problème, surtout quand on commence. Donc, ensuite, on va aller voir ça tout de suite. Pourquoi est-il déconseillé d'investir dans les crypto-monnaies lorsqu'on débute en investissement? Eh bien, tout simplement parce que déjà, c'est des actifs qui sont extrêmement volatiles. Donc, volatilité extrême, les prix des crypto-monnaies sont extrêmement volatiles, ce qui signifie qu'ils peuvent subir des fluctuations massives en très peu de temps. Cette volatilité rend difficile la prévision des mouvements de prix et expose les investisseurs à un risque élevé de pertes importantes. Donc ça, voilà, parce que si on va voir un cours, on va aller voir ça tout de suite. Donc voilà, là j'ai pris le cours du Bitcoin parce que le Bitcoin est très volatile. Alors la volatilité, c'est tout simplement des mouvements assez amples sur les cours du marché. Ça peut aller de quelques jours, quelques semaines, quelques heures, quelques mois, quelques années, mais en règle générale, c'est extrêmement violent. Là par exemple, on a une différence, c'est passé de 4 700 $ à quasiment 70 000. Donc c'est énorme, et ceux qui rentrent à ce moment-là, ça va, ça passe parce que ça monte. Donc forcément, vous ne prenez pas trop de risques. Mais les personnes qui seraient rentrées ici et qui seraient restées bloquées parce qu'ils ne seraient pas sortis lorsque le cours se cassait la gueule, eh bien ils seraient obligés d'attendre quasiment 1 an. Et par chance, c'est remonté. On a encore un mouvement assez volatile, un deuxième mouvement assez volatile, et ensuite on a une chute qui est très très volatile. Donc on voit qu'il y a des très gros mouvements, on est repassé de 70 à 15 000 $. Donc c'est énorme. Si vous mettez votre argent dessus et que vous ne savez pas à quel moment rentrer, à quel moment sortir, si vous n'avez pas de stratégie d'investissement qui vous permette de définir des points d'entrée et des points de sortie, eh bien ça peut très vite poser problème parce que vous êtes bloqué pendant 3 ans avant que ça remonte. Et parfois ça ne remonte jamais. Et c'est ça le risque de ce genre d'actifs. Donc voilà, volatilité extrême, c'est l'un des gros facteurs qui fait que c'est déconseillé d'investir dans les crypto-monnaies lorsque l'on débute en investissement. Ensuite, on a le manque de réglementation. Le marché des crypto-monnaies est moins réglementé que les marchés traditionnels, ce qui rend les investisseurs plus vulnérables à la fraude, à la manipulation des prix et à d'autres activités illicites. En l'absence de réglementation adéquate, il peut être difficile pour les investisseurs d'avoir recours en cas de problème. Donc là, voilà, c'est quand même un très gros point noir pour les crypto-monnaies. Et encore une fois, ça reste assez risqué d'investir dessus. Alors peut-être moins pour le Bitcoin et puis pour l'Ethereum, mais pour les autres crypto-monnaies, voilà, ça pose encore pas mal de problèmes. Ensuite, point numéro 3, la sécurité et les risques technologiques. Les crypto-monnaies sont stockées dans des portefeuilles numériques, donc dans des wallets, et la sécurité de ces portefeuilles peut être compromise par des failles de sécurité, des piratages informatiques ou des erreurs humaines. Si un investisseur perd l'accès à son portefeuille ou si celui-ci est compromis, il peut perdre l'ensemble de ses fonds de manière irrécupérable. Et ça, je crois que c'est le plus gros point noir qu'il peut y avoir sur les crypto-monnaies, c'est que, voilà,
Si demain, je sais pas moi, votre broker, donc le système d'exchange, se casse la gueule, comme on a pu le voir avec FTX, vos fonds sont bloqués et donc vous les perdez. Et ça pose un très gros problème. Ou alors si vous perdez votre clé, si vous la cassez, etc. Bon, il y a des systèmes de récupération, mais tout le monde ne sera pas capable de le faire. Et donc si vous perdez votre argent, certains arrivent aussi à se connecter sur vos wallets. Et donc s'ils arrivent à se connecter sur vos wallets ou sur vos comptes d'investissement, bah, ils peuvent liquider vos fonds et vous n'avez aucun recours pour les récupérer. Donc ça, c'est très dangereux de commencer par là, d'accord? C'est vraiment, encore une fois, ça reste une valeur assez spéculative, il faut l'avoir comme telle, d'accord? On est là, si on prend de la crypto-monnaie, c'est juste pour faire des profits, hein, c'est pas pour investir sur le long terme. Ou alors vous faites ce que vous voulez, mais bon, moi je vous aurais prévenu. Absence de valeur intrinsèque. Contrairement aux actions et aux obligations qui sont adossées à des entreprises ou des actifs tangibles, la majorité des crypto-monnaies, pas toutes, mais la majorité, n'ont pas de valeur intrinsèque. Leur prix est largement déterminé par la spéculation et la demande du marché, ce qui rend les investissements dans les crypto-monnaies particulièrement spéculatifs et risqués. Voilà. Certaines crypto-monnaies vont avoir une valeur intrinsèque, donc une valeur intrinsèque, c'est il y a quelque chose derrière. Il y a un token, mais il y a quelque chose qui crée de la valeur derrière. Il y a une technologie, il y a un projet, etc. Alors que il y a des meme coins, il y a des shitcoins, il y a des cryptos qui ne valent absolument rien. C'est juste là pour faire de la spéculation, pour faire du peut-être x10, x15, x100, x200, x1000, etc. Et derrière ça, une fois que ça a explosé, ça fait pchit et puis ça remonte jamais. C'est des cryptos qui sont juste là pour la spéculation. Et si vous ne faites pas la différence entre celles qui ont une valeur intrinsèque et celles qui n'ont rien, eh bien dans 10 ans peut-être que le Bitcoin sera encore là, alors que je sais pas moi, PP je ne sais pas quoi, PP Coin ou d'autres meme coins, genre le Dogecoin ou voilà toutes ces conneries, eh bien ça peut disparaître du jour au lendemain. Donc voilà, c'est compliqué, il va falloir aller plutôt sur des cryptos assez connus, des cryptos qui ont quelque chose derrière, des technologies, plutôt que sur des trucs qui sont juste là pour faire de la spéculation. Ensuite, en 5e point, on a nouveauté et incertitude. C'est un marché qui est relativement jeune, et donc les crypto-monnaies sont une technologie relativement nouvelle et en constante évolution, ce qui rend leur avenir très incertain. Il est difficile de prédire quelles crypto-monnaies survivront à long terme et quelles seront leur utilisation future, ce qui rend l'investissement dans ce domaine encore plus risqué. Donc mes amis, avec ces 5 points qui sont quand même relativement noirs sur la crypto-monnaie, eh bien, je vous conseille de ne pas du tout commencer à investir sur ce genre d'actifs. Parce que, vous le voyez, il y a quand même 5 points négatifs. On pourrait en trouver beaucoup plus, je pense, mais voilà, c'est ces 5 gros points noirs que j'ai relevés sur les crypto-monnaies et pourquoi je vous déconseille de commencer à investir là-dessus. Donc, Monsieur Arthur, avec tes commentaires scam plus là, voilà, je ne suis pas en train de faire la promotion du Bitcoin, au contraire, je suis en train de faire une mise en garde. Ensuite, on a l'étape 5, c'est diversifier votre portefeuille. C'est extrêmement important de diversifier car comme je vous l'ai dit juste avant, si vous mettez tout sur le Bitcoin et que celui-ci se casse la gueule, vous perdez tout. Alors que si vous avez 5% de votre portefeuille dessus et que le reste est investi dans plein d'autres actifs, eh bien si l'un se casse la gueule, les autres ne vont pas forcément suivre la même trajectoire et donc ça va compenser votre perte et puis voilà. Et puis ça va dans certains cas vous permettre de lisser la perte et de lisser votre performance. Parce que si d'un côté on a certains actifs qui se cassent la gueule, eh bien d'autres marchés, eux, performent pendant que d'autres sous-performent. Ça marche comme ça, c'est cyclique. D'un côté on a des marchés qui vont performer et de l'autre des marchés qui vont sous-performer. Et le but de la diversification, c'est de mettre un petit peu son argent dans tous ces types de marchés pour pouvoir diversifier, donc diluer le risque en cas de perte. Voilà, ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier, c'est assez connu comme dicton, mais si votre panier tombe, eh bien voilà, il n'y a que celui-ci qui tombe et tous les autres sont en sécurité. La diversification de votre portefeuille est essentielle pour réduire le risque global de vos investissements. En répartissant votre argent entre différents types d'actifs tels que des actions, des obligations, des fonds communs de placement, de l'immobilier, des matières premières, etc., vous créez une protection contre les pertes potentielles dans un secteur spécifique. Par exemple, si le marché des actions subit une baisse, les gains réalisés dans d'autres secteurs tels que les obligations ou l'immobilier peuvent compenser ces pertes. En diversifiant, vous pouvez équilibrer les fluctuations du marché et maximiser les chances de réaliser des rendements stables sur le long terme. Donc voilà, c'est ce que je vous expliquais, c'est assez clair. Et je pense que
tous les investisseurs qui sont intelligents diversifient leur portefeuille. La concentration, c'est bien dans le sens où ça permet d'avoir des rendements qui sont beaucoup plus élevés. Mais derrière ça, il faut avoir un profil de risque qui est très élevé aussi. D'accord ? C'est votre profil d'investisseur qui va déterminer votre niveau de diversification et surtout dans quel type d'actifs vous allez investir. Ensuite, on a l'étape 6 qui est épargner et investir régulièrement en DCA. Épargner et investir régulièrement, la clé d'une santé financière durable. C'est très important, vous allez le voir. L'épargne et l'investissement régulier, également connu sous le nom de DCA, consiste à investir des sommes fixes à intervalles réguliers, quel que soit l'état du marché. Cette approche permet de lisser les fluctuations du marché car elle implique l'achat d'actifs à différents prix au fil du temps. Ainsi, lorsque les prix sont élevés, vous achetez moins d'unités et lorsque les prix sont bas, vous en achetez davantage. En conséquence, votre coût moyen d'achat est réduit, ce qui peut atténuer les effets de la baisse du marché et vous aider à obtenir des rendements plus stables à long terme. Donc ça, c'est une méthode que je prône depuis quasiment toujours, que j'utilise toujours sur mon portefeuille d'investissement pour la simple et bonne raison que ça permet de lisser les fluctuations du marché. On va voir ça tout de suite après, je pense. Non, on a une étape supplémentaire, c'est faire preuve de patience et adopter une approche à long terme. Donc ne vous inquiétez pas, on va voir tout de suite après la méthode DCA. Je vous expliquerai comment ça fonctionne et pourquoi c'est intéressant d'utiliser cette méthode lorsqu'on débute dans l'investissement. Mais pour l'instant, on a une étape bonus et cette étape bonus, c'est faire preuve de patience et adopter une approche à long terme. Donc ce que je vous propose, c'est de la découvrir maintenant. Donc, étape bonus numéro 7, faire preuve de patience et adopter une approche à long terme. La patience est la clé de la réussite financière. Faire preuve de patience et adopter une approche à long terme est essentiel pour réussir en investissement. Évitez les investissements à court terme qui peuvent être influencés par les fluctuations du marché et privilégiez une stratégie d'investissement à long terme, ce qui signifie être prêt à laisser vos investissements croître pendant plusieurs années, voire des décennies. Les marchés peuvent être volatiles à court terme, mais sur le long terme, ils ont tendance à générer des rendements positifs. En maintenant le cap sur vos objectifs à long terme, vous pouvez maintenir une perspective stable et éviter les décisions impulsives basées sur des mouvements temporaires de marché. De plus, cette approche permet de bénéficier de la puissance des intérêts composés et des rendements cumulés sur une période prolongée, ce qui augmente vos chances de réussite financière. Donc, l'approche long terme, elle est là pour sécuriser votre capital d'investissement parce que sur le court terme, comme je vous l'ai dit, les fluctuations partent dans tous les sens. Parfois, en quelques jours, quelques heures des fois, on a des variations de prix qui peuvent aller du simple au double. On a des corrections qui sont assez violentes, on a des crashs parfois qui se produisent. Par exemple, en 2020, on a eu un méga crash sur beaucoup d'actifs. C'était le moment d'investir, de recharger et tout simplement d'augmenter la taille de ses positions au lieu de paniquer. Et malheureusement, quelqu'un qui n'est pas formé, qui rentre sur les marchés 1 ou 2 semaines avant et qui voit le marché s'écrouler, donc ses avoirs perdent de leur valeur. Franchement, vous avez votre compte d'investissement qui est à, 100 000 euros, puis d'un seul coup, il se retrouve à 50 000, voire 20 000. Déjà, c'est la panique à bord. Et puis ensuite, si vous ne savez pas quoi faire, eh bien, vous vendez par la panique. Donc le but, c'est d'éviter tous ces mouvements de panique, ces mouvements de fluctuation qui sont vraiment, insignifiants sur le long terme, mais qui peuvent être vraiment dommageables sur le court terme. Parce que si vous prenez des mauvaises décisions d'investissement, des décisions qui sont prises grâce et à cause de vos émotions et non à cause d'une stratégie que vous avez établie avant, eh bien, ça peut vous faire perdre beaucoup d'argent et puis peut-être même vous dégoûter de l'investissement en général. Si vous perdez 20 ou 30 000 euros sur une somme de, 50 000, 100 000 euros investis, je pense qu'il y a moyen que vous quittiez les marchés financiers, que vous arrêtiez d'investir et que finalement vous dépensiez votre argent bêtement. Parce que finalement, quitte à perdre de l'argent, autant se faire plaisir. Mais ce n'est pas la psychologie qu'il faut adopter quand on veut investir et faire fructifier ses avoirs. Donc, ce qu'il faut faire, c'est respecter cette étape et essayer de faire preuve de patience et adopter une approche à long terme. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce qu'il n'existe pas de recette magique, de recette miracle pour s'enrichir rapidement. Sinon, c'est de la spéculation, c'est prendre des très gros risques et quel que soit votre profil d'investisseur, que vous soyez l'investisseur qui soit très tolérant au risque ou que vous soyez celui qui n'a pas peur de prendre des risques et qui finalement veut du rendement rapide, eh bien il n'y a quand même pas de recette magique. Déjà, ça dépend vraiment de votre capital, de votre stratégie d'investissement et puis de l'agressivité avec laquelle vous allez investir. C'est sûr que si maintenant vous mettez un levier x50 sur de la crypto-monnaie et que vous avez de la chance, le cours part dans l'espace juste après, sans faire de fluctuations en arrière et surtout, si vous avez investi une grosse somme d'argent, là, il y a moyen de faire des gains très rapides. Mais si ça part dans l'autre sens, s'il y a une grosse correction et que vous êtes en levier, 25, 30, 50, 60, 100, vous perdez tout.
Vous perdez tout et c'est là le vrai problème. Donc, méfiez-vous de ceux qui vous disent bon, vous mettez 100 euros, levier 800 ou je sais pas quoi, et puis c'est bon, c'est le jackpot. Bah ouais, mais c'est un coup à se cramer aussi. Donc, on va à l'étape suivante qui est quel est le meilleur choix d'actif idéal pour commencer votre parcours d'investissement. Donc là, j'ai pris quelques exemples, genre les actions, les obligations, les ETF et l'immobilier. C'est des valeurs qui ne représentent pas du tout des cours du marché, c'est juste pour faire beau. Voilà. Donc quel est le meilleur choix entre ces 4 actifs et puis peut-être les autres, pour commencer en tout cas? Eh bien moi, comme je vous ai proposé tout à l'heure, c'est de commencer avec, pour commencer tout simplement, les obligations d'État. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que commencer l'investissement avec des obligations peut être une stratégie attrayante pour plusieurs raisons. Moindre risque, les obligations sont généralement considérées comme moins risquées que les actions. Elles représentent des dettes émises par des gouvernements ou des entreprises avec un taux d'intérêt fixe et une échéance de remboursement. Par conséquent, les obligations offrent généralement un niveau de sécurité plus élevé par rapport aux actions, ce qui en fait un choix attrayant pour les débutants qui préfèrent éviter les fluctuations du marché boursier. Il y a aussi un avantage de revenu prévisible. Les obligations offrent un revenu régulier sous forme de paiement d'intérêt fixe, ce qui peut être attrayant pour ceux qui recherchent un flux de revenus prévisible. Cela peut être particulièrement bénéfique pour les investisseurs débutants qui ont besoin de stabilité financière. Troisième avantage, la diversification du portefeuille. Intégrer des obligations à un portefeuille d'investissement permet de diversifier le risque. En combinant des actions et des obligations, les investisseurs peuvent réduire la volatilité de leur portefeuille tout en bénéficiant des avantages de différents types d'actifs. Donc ça, je vous expliquerai ça juste après. Apprentissage progressif. Les obligations offrent une introduction relativement simple à l'investissement. Comprendre les concepts de base des obligations, tels que les taux d'intérêt, les échéances et les notations de crédit, peut être plus accessible pour les débutants par rapport aux concepts plus complexes liés aux actions et aux autres types d'investissements. Ensuite, dernier point, la liquidité. Les obligations sont généralement des investissements liquides, ce qui signifie qu'elles peuvent être achetées et vendues relativement facilement sur le marché secondaire. Cela offre une flexibilité supplémentaire aux investisseurs débutants qui pourraient avoir besoin d'accéder rapidement à leur argent en cas de besoin. Donc voilà, tous ces avantages font que les obligations sont un actif qui est plutôt pas mal pour démarrer dans l'investissement boursier. Alors, tout simplement pour la simple et bonne raison déjà que c'est simple à comprendre. On achète une reconnaissance de dette et donc le gouvernement ou l'entreprise qui a émis cette reconnaissance de dette va nous verser des intérêts et nous rembourser à une date d'échéance. Donc ça peut être tous les ans, tous les mois ou juste une fois à la fin. On va recevoir des coupons et ces coupons vont nous permettre de récupérer une partie de l'argent qu'on a investi plus une part d'intérêt qui aura été déterminée le jour où on aura acheté notre obligation. On a une diversification du portefeuille qui est plutôt pas mal parce que si demain vous achetez des actions et des obligations, si le marché des obligations performe, eh bien, il se peut que le marché des actions sous-performe et inversement, si le marché des actions sous-performe, généralement, les obligations se mettent à reperformer et ça permet de balancer, ça permet d'avoir un portefeuille plutôt stable et de sécuriser une certaine proportion de son capital. On a des revenus prévisibles puisque comme ça a été dit juste avant, on a un taux d'intérêt qui est fixe, un remboursement qui est fixe avec une date d'échéance qui est fixe, donc tous les mois, tous les 2 mois, tous les 6 mois, tous les ans, etc. Et donc on sait à l'avance combien on va gagner, combien on va récupérer, combien on va toucher d'intérêt, etc. Alors que les actions, c'est au gré du temps. Si ça monte, vous gagnez de l'argent. Si ça baisse, vous perdez de l'argent. S'il y a des dividendes, vous gagnez de l'argent. Si l'entreprise n'en fait pas ou si elle interrompt tout simplement le versement de ces dividendes, eh bien, vous ne gagnez pas d'argent. Donc voilà, c'est beaucoup plus prévisible. Ensuite, c'est liquide. On peut les revendre quand on veut. Certes, on ne les revendra peut-être pas au prix qu'on les a achetés. Des fois, c'est plus cher, des fois, c'est moins cher. Mais ça reste liquide, donc on peut récupérer son argent immédiatement. Ce n'est pas comme, par exemple, l'immobilier. Quand vous achetez de l'immobilier, en France en tout cas, il faut quand même attendre 3 mois pour pouvoir avoir les clés. Et puis, quand vous vendez, il faut vendre déjà. Il faut la mettre sur le marché. Il faut trouver des clients. Ensuite, il faut attendre qu'elles aient leur accord. Ensuite, il faut attendre d'avoir la signature du notaire et généralement, ça met 3 mois. Donc voilà, c'est pas très liquide, c'est un peu chiant. Et des fois, on met quelques années à vendre son bien. Ça dépend quel bien on a, si c'est recherché ou pas. Et moindre risque, parce que c'est fixe. Hein. Le seul risque qu'on a, littéralement, c'est que l'entreprise ou le gouvernement fasse faillite. Donc, les obligations d'État, il y a un peu moins de risque que le gouvernement fasse faillite, même si c'est possible, c'est très peu envisageable. Et une entreprise, ça peut arriver, hein, donc il faut quand même, entre guillemets, acheter des obligations sur des entreprises qui sont solides. Ensuite,
On va voir tout de suite les avantages offerts par les ETF en tant que véhicule d'investissement. Et là, ce qu'on remarque, c'est qu'il y a 4 gros avantages, dont le premier qui est la tendance à la hausse. Donc généralement en tendance haussière en raison de leur composition diversifiée qui suit souvent des indices ou des secteurs en croissance et de la tendance globale des marchés financiers à augmenter sur le long terme. Généralement, si vous prenez n'importe quel ETF, vous remarquez que sur 10, 15, 20, 30 ans, eh bien celui-ci est en tendance haussière. Ça peut arriver que sur des périodes plus courtes, ils sont en tendance baissière ou en range, mais en règle générale, ils ont des tendances qui sont plutôt marquées à la hausse. Ça peut arriver vraiment que sur 20 ans, eh bien, il y ait une période baissière ou un espèce de range, mais c'est plutôt rare. On ira voir quelques cas après, vous inquiétez pas. Ils sont auto-nettoyants, donc ils ajustent automatiquement leur composition qui reflète les changements dans l'indice ou le panier d'actifs qu'ils suivent. Donc là, c'est ce qu'on voyait ici. Ça suit soit des indices, soit des secteurs en croissance. Ça peut représenter plusieurs actions, plusieurs secteurs, enfin bref, ça suit pas mal de choses. Généralement, un ETF va suivre un indice et cet indice va être la somme de plusieurs actifs sous-jacents. Par exemple, on va avoir le S&P 500 qui va représenter les 500 plus grosses capitalisations des États-Unis. Alors, ce n'est pas forcément les mêmes dans tous les ETF S&P 500 parce que ça dépend quel type d'ETF on veut faire, mais globalement, ça suit 500 capitalisations boursières des États-Unis. Et dans ces capitalisations, eh bien, s'il y a des... Voilà, c'est auto-nettoyant. Donc, ce qui veut dire que si l'entreprise sous-performe trop, eh bien, il va être éjecté de l'ETF et il va être automatiquement remplacé par une entreprise qui est en pleine croissance, qui a du potentiel, et ce qui va faire que l'ETF en question va continuer sa croissance sur le long terme. Il peut connaître des petites corrections, il peut connaître des gros crashs, c'est normal, hein. Toutes les entreprises ne sont pas à l'abri de connaître ce genre de fluctuations, mais globalement, ça remonte très vite. Et puis, il y a certaines grosses entreprises qui vont maintenir l'ETF à flot. Donc, généralement, c'est haussier, c'est très très conservateur. Ça permet tout simplement d'avoir de la sécurité. Ensuite, c'est des actifs qui sont liquides. Ils sont liquides car ils sont échangés en bourse tout au long de la journée, ce qui permet aux investisseurs d'acheter ou de vendre des parts facilement et rapidement. Donc si tu as besoin de récupérer ton argent à minuit, 1h du matin, eh bien tu peux le faire. Et puis si tu veux investir à minuit, 1h du matin, tu peux le faire aussi. Ensuite, le dernier avantage, c'est que c'est un actif à faible coût. Ça ne coûte pas cher d'acheter des ETF. Ils suivent simplement un indice plutôt que d'impliquer une gestion active. Cela réduit les frais de gestion et de transaction, ce qui se traduit par des coûts globalement moins élevés pour les investisseurs. De plus, la concurrence entre les fournisseurs d'ETF a également contribué à maintenir les coûts bas. Donc, par exemple, tu vas sur Trade Republic, déjà tu n'as pas de coût de commission si tu investis en DCA programmé. Donc ça c'est déjà un avantage, c'est que tu vas pouvoir acheter des ETF sans payer de commission. Ensuite, les coûts de gestion sont extrêmement faibles, c'est 0,15, 0,20, 0,30% sur une année, c'est que dalle. Alors que si vous alliez sur un fonds géré activement, eh bien ça serait peut-être 2-3% à l'année, que vous soyez en hausse ou que vous soyez en baisse. Donc globalement, vous payez quelqu'un pour gérer votre argent, pour qu'il investisse votre argent lui-même dans des actifs différents, pour essayer de battre le marché, et ce n'est pas garanti qu'il le batte. Alors que généralement, comme je vous l'ai dit, eh bien, les ETF sont en tendance haussière sur la plupart des cas. Donc, autant ne pas se prendre la tête, autant acheter des ETF qui vont diversifier parce qu'ils vont acheter plein de paniers d'actions, ils vont suivre plein d'indices différents, plein de secteurs différents. Donc si un secteur se casse la gueule, un autre est peut-être en croissance, ce qui veut dire que vous allez équilibrer vos pertes et vos gains. Et puis surtout, vous ne vous prenez pas la tête. Vous achetez un S&P 500, vous achetez 500 capitalisations en même temps, au lieu d'acheter 500 actions différentes. Et là, comme je vous l'ai dit, c'est auto-nettoyant, ça protège, puisque si dans ce panier d'actions, une entreprise sous-performe, elle est éjectée, elle est remplacée, et puis vous continuez votre ascension année après année. On va voir ça tout de suite. Là, on voit le S&P 500, vous voyez que sur le long terme, c'est extrêmement haussier. Il y a eu des corrections, on le voit, ici on a eu une belle correction, une remontée, une autre correction, une très grande remontée, encore une correction, une remontée, une correction, etc. Et normalement, ça fluctue comme ça sur le long terme. Alors après, ce n'est pas dit que ça va continuer à l'infini, d'accord ? Aucun actif n'est protégé d'une baisse qui pourrait être irrémédiable ou très très longue. On peut le voir après, il y a d'autres actifs qui performent comme ça. On a le Nasdaq, il y a eu une belle performance, une très grosse correction et c'est limite revenu au prix avant
cette belle montée. Puis ensuite, on a eu un énorme range, suivi d'une grosse montée, une petite correction, une grosse montée, une petite correction, une très grosse montée, une grosse correction, limite un crash, et une très grosse progression. Voilà, donc on voit que sur la tendance, vous voyez, elle est très marquée, elle est haussière. Donc là, c'est le canal gaussien, et le canal gaussien, il est très vert. Donc c'est plutôt un bon indicateur de marché haussier. Si on retourne sur l'indice S&P 500, on voit que c'est très vert aussi. Mais il y a des exceptions. Le DAX aussi, qui est très très haussier aussi. On a une belle montée, une grosse correction, une belle montée, une grosse correction, une belle montée, un crash en 2020, on l'a tous connu, une remontée, une recorrection, une remontée, et puis après, le futur nous dira ce qu'il en est. Donc, si vous aviez acheté ces 3 ETF, vous auriez gagné de l'argent sur 10, 15, 20, 30 ans, d'accord ? Mais on peut aussi tomber sur ce cas de figure où, justement, on a une belle montée, une grosse correction, une belle montée, une correction, une remontée plutôt frileuse, mais qui est marquée quand même haussière. Et donc, si vous voyez, on est en 2000. En 2000, si vous aviez investi ici, eh bien, il aurait fallu attendre 2021, limite 2022, pour pouvoir commencer à récupérer votre mise. Ce qui est très long. Vous auriez pu récupérer un petit peu d'argent tout en étant en perte ici, mais globalement, voilà, on a une belle tendance baissière qui est bien marquée ici, et elle a commencé à remonter à partir de ce moment-là. On avait un signal d'achat en 2009 qui indiquait un potentiel retournement du marché de la phase baissière pour une nouvelle phase haussière. Est-ce qu'il fallait le tenter ? Je ne sais pas, j'étais pas là à ce moment-là, je ne sais pas. Mais on a encore pire, on a ce genre de cas de figure. Le Nikkei 225, c'est le marché japonais, donc c'est l'indice qui représente l'économie japonaise. On voit que de 1970 à 1990, on avait une très belle progression. Franchement, la volatilité était énorme. D'ailleurs, si on fait la comparaison avec le S&P 500, on va y retourner. Voilà, on voit que le S&P 500, on a une belle progression pareille. Et rien ne nous empêche, regardez bien comment c'est. Rien ne nous empêche de connaître la même correction sur plusieurs années. Ce qui ferait qu'il faudrait attendre 20 ans, parce que là, clairement, ceux qui sont rentrés dans toute cette phase-là et qui n'ont pas pris de bénéfices, qui se sont dit c'est bon, ça va redescendre, dans 10 ans, ça va se remonter, on sera remonté ici à peu près, je ne sais pas quelle est la spéculation du moment. Si vous n'aviez pas pris vos bénéfices et que vous aviez encore un horizon de 10 ans, eh bien, au bout de 10 ans, vous étiez ici. Et si c'était pour votre retraite, bah vous êtes plutôt mal. Donc il aurait fallu diversifier et acheter plusieurs ETF. C'est pour ça qu'il ne faut pas acheter un seul ETF, mais bien plusieurs. Parce que si vous êtes placé sur un ETF qui sous-performe d'un coup et qui met 20 ans littéralement pour revenir à son point de chute, ça pose un très gros problème. Si vous avez 40 ans devant vous, bon, à la limite, prenez pas trop de risques. Mais si vous avez très peu de temps, là, c'est un peu plus compliqué. Si vous avez un horizon de 5-10 ans, achetez plusieurs ETF et surtout, voilà, n'hésitez pas à prendre de temps en temps des profits. Alors je ne sais pas comment vous allez investir, vous pouvez investir de 2 manières différentes. Je ne sais pas si on peut le voir ici. Ah bah tiens, on va l'attaquer. Comment peut-on déterminer le moment idéal pour entrer sur un ETF ? Déterminer le moment optimal pour entrer dans un ETF peut être une décision complexe et dépend de plusieurs facteurs, notamment de votre horizon temporel, de votre tolérance au risque et de vos objectifs d'investissement. Voici quelques étapes pour vous aider à déterminer votre point d'entrée. Définissez vos objectifs financiers. Avant d'investir dans un ETF, déterminez vos objectifs financiers à court terme, moyen terme et long terme. Cela vous aidera à choisir un ETF adapté à vos besoins. Voilà, vous n'allez pas investir dans un ETF qui fait du range ou qui fait beaucoup de tendances baissières. Ça serait un petit peu risqué, surtout si derrière vous avez un horizon de temps qui sera plutôt court ou moyen. Vaut mieux parier sur le long terme. Ensuite, faites des recherches sur l'ETF. Analysez les performances passées de l'ETF, sa composition, ses frais, son historique de distribution de dividendes, etc. Parce que, bah oui, il y a des ETF qui distribuent et des ETF qui accumulent et des ETF qui ne distribuent rien. Donc vous avez soit l'accumulatif qui va tout simplement réinvestir automatiquement vos gains dans l'ETF pour faire grossir encore plus votre position, ou vous avez le distribuant qui lui va tout simplement redistribuer l'argent des investisseurs directement sur leur compte d'investissement.
Donc après, vous en faites ce que vous voulez, vous le consommez ou vous le réinvestissez, mais derrière ça, il faudra payer la flat tax. Donc ça sera un peu emmerdant. Ensuite, on a analysé les tendances du marché, étudié les tendances générales du marché dans lesquelles l'ETF opère. Cela peut inclure des facteurs macroéconomiques, des événements géopolitiques et des tendances sectorielles. Donc si le secteur est en croissance, s'il est en perdition, ça peut jouer. Si on a une guerre dans le pays qui est représentée par l'ETF, ça peut aussi poser des problèmes. Si on connaît une crise qui est sans précédent, ça peut aussi poser des problèmes. Par exemple, on l'a vu avec le Covid, ça peut poser des gros problèmes, donc faites attention. Et étudiez bien les secteurs dans lesquels vous allez investir. Ensuite, étudiez les graphiques techniques. Utilisez l'analyse technique pour examiner les graphiques de l'ETF et identifier les tendances, les niveaux de support et de résistance, les indicateurs de momentum, etc. Donc c'est ce que je vous avais montré ici. On voit qu'ici, il y a un bel indicateur, un beau signal d'achat qui indique tout simplement que cette phase baissière arrive peut-être à son terme. Alors, ce n'est pas une vérité absolue, mais si vous regardez bien ce qui s'est passé, eh bien, le RSI est passé en dessous des 30%, il est même descendu très bas, je pense qu'il est descendu dans les 20, donc il a tapé les 20 deux fois, il a fait un double bottom, là, une petite oreille de lapin, et puis il est remonté. Et ce qui se passe, c'est que on a inversé la tendance. On a eu une petite phase de range quand même sur quelques années, mais la tendance s'est bien inversée et là, on avait vraiment un beau signal d'achat. Donc, on est remonté à la hausse. Ça a forcément corrigé plusieurs fois, mais voilà, sur le long terme, on est quand même bien acheteur. Donc, évidemment, le RSI ne doit pas être utilisé comme simple moyen d'investissement, d'accord, parce que ça peut aussi ne pas se retourner. Mais globalement, là, on avait un beau signal d'achat dans une belle phase baissière. Ensuite, surveillez les indicateurs de valorisation. Évaluez si l'ETF est suracheté ou survendu par rapport à sa juste valeur. Des ratios comme le cours sur bénéfice, le PE, le ratio sur cours valeur comptable, le PB, ou le rendement du dividende peut être utile. Donc ça, c'est de l'analyse fondamentale. Je vous apprendrai ça sur une autre vidéo. Je pense que ça serait très intéressant de développer ça sous cette forme. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si ça vous intéresse de voir ce genre de choses, apprendre à faire une analyse fondamentale des entreprises, des ETF, etc. Ça peut être très intéressant et surtout, ça va vous aider à choisir des actifs. Ensuite, établissez une stratégie d'entrée. En fonction de vos recherches et de vos analyses, élaborez une stratégie d'entrée qui prend en compte vos objectifs, votre tolérance au risque et votre horizon temporel. Vous pourriez décider d'entrer progressivement sur une période donnée, donc la moyenne âge à la baisse, le DCA, ou attendre un déclencheur spécifique tel qu'un retournement de tendance confirmé. Surveillez votre investissement. Une fois que vous avez investi dans l'ETF, surveillez régulièrement sa performance et les développements du marché pour vous assurer que votre décision d'investissement reste alignée avec vos objectifs. Donc là, on va revenir ici. Donc attendre un déclencheur spécifique tel qu'un retournement de tendance confirmé. Là, si je reviens ici, on a un beau signal d'achat. Et puis, le marché a tendu. Vous voyez, on était en range. Et ce qui s'est passé, c'est que si vous regardez ici, on a traversé le canal, on a explosé le milieu du canal, on est passé au-dessus et on est resté au-dessus. Ce qui veut dire qu'on avait une confirmation de ce signal qui était ici. On a une confirmation que le marché est redevenu haussier et on a une belle remontée. D'accord ? On a une très très belle remontée. Alors là, on a eu exactement la même chose, mais le RSI n'était pas descendu pareil. On a traversé le canal, on est resté au-dessus, mais on est redescendu, on a ricoché à l'intérieur, on est revenu au centre, on a redépassé en bas, et ensuite c'est à ce moment-là vraiment qu'on avait un signal, vous voyez, hop, et on est remonté. Ça ne s'est pas fait comme ça. Évidemment, c'est facile de lire un graphique une fois qu'il est écrit. On ne peut pas voir la suite puisque c'est l'avenir qui nous le dira, mais globalement, c'est plus facile de lire un historique que de lire l'avenir. Il y a plein de choses à prendre en compte. On ne va pas rentrer que sur un RSI, que sur un canal gaussien ou sur, je sais pas moi, des moyennes mobiles. Ça serait complètement con. Il y a quand même, voilà, je voulais me marquer ici. Surveiller les indicateurs de valorisation. C'est très important de faire une analyse fondamentale des actifs pour avoir plus d'informations sur l'actif sur lequel vous comptez investir. Le secteur, etc. Si le secteur est en train de mourir, ça ne sert à rien d'aller là-dessus. Même s'il y a un signal de retournement, si le secteur est mort, hein. C'est fini. Hein. Donc ensuite, on a plusieurs façons d'acheter un actif. Donc là, vous avez le cours du CAC 40. Donc là, c'est juste pour que vous compreniez comment ça se passe une fois qu'on rentre sur un actif, une fois qu'on achète un ETF, comment ça se passe dans le temps et comment on prend des bénéfices. Donc là, j'ai mis un achat unique à ce niveau-là
et on voit qu'il y a un trait avec des pointillés qui s'appelle le PRU, le prix de revient unitaire, qui est en fait votre point d'entrée. C'est le prix auquel vous avez acheté votre actif. Donc là, il se trouve à peu près ici. Et puis sur plusieurs années, on voit que le cours a monté. Il est redescendu avec la crise qu'on a connue en 2020. Il est redescendu même en dessous de notre prix d'achat. Et là, à la limite, c'était le meilleur moment pour renforcer votre position. C'est-à-dire que vous auriez pu faire un deuxième achat, remettre un peu d'argent dans la machine pour reprendre plus de bénéfices une fois que le cours serait reparti. Mais dans cet exemple, on a fait un achat unique et on laisse courir le temps. Donc ce qui se passe, c'est que voilà, on a une belle progression, on a du rendement. On a une chute de l'actif, donc on a 0. Voilà, on est même en perte à ce niveau-là. Et si on conserve notre position malgré la perte et qu'on attend encore un petit peu, eh bien on se rend compte qu'au bout d'un moment, on récupère du rendement. Et là, par exemple, j'ai mis une prise de profit. Donc, soit on prend une seule fois du profit, soit on sort plusieurs fois de notre position, on fragmente notre sortie, donc pour prendre plusieurs fois du profit. Et donc on voit qu'on a une très belle proportion de rendement. Tout ça, la différence entre le point d'entrée et le point de sortie, c'est l'argent que vous allez empocher. Donc plus la différence est grande et plus vous allez gagner d'argent. Si c'était inversé, si par exemple vous étiez sorti ici, eh bien la prise de profit se serait mise ici et donc vous n'auriez pas pris un profit mais une perte. Et là, c'est vous qui aurez dû donner de l'argent au broker. Vous auriez perdu de l'argent. Clairement, vous auriez perdu de l'argent. Sur votre mise, c'était la merdouille. Ensuite, on a un deuxième scénario, c'est le même cours, si je dis pas de bêtises, oui voilà, c'est le même cours, sauf qu'on est rentré plus tard. On est rentré plus tard et à un niveau qui était beaucoup plus élevé. Donc là, pareil, achat unique, le cours monte, il s'écroule, donc là on est en perte, on est même très très bien en perte. Encore une fois, on aurait pu faire un renforcement de notre position, c'est-à-dire racheter une proportion de l'ETF pour encore une fois profiter d'un meilleur rendement plus tard. On ne l'a pas fait, on est resté en achat unique. Et donc le rendement est beaucoup plus resserré, regardez, que sur l'exemple précédent. Voilà, on voit bien la différence. On a moins de rendement parce qu'on est rentré beaucoup plus tard et surtout beaucoup plus haut. Troisième scénario, on a un achat unique qui se trouve pile au moment où il y avait un signal fort d'achat en plein crash. C'est-à-dire que voilà, le crash a eu lieu. Donc là, on est en weekly, donc il y a plusieurs semaines qui se sont écroulées, d'accord ? Le crash a eu lieu, on est arrivé sur une zone qui était vraiment très extrême au niveau du RSI. Et donc, comme c'est un crash, comme c'est un événement qui, voilà, n'est pas naturel, les crashs sont cycliques, c'est naturel, mais ce n'est pas tangible. Il n'y a pas de raison tangible pour que le cours reste à ce niveau-là. Le crash est passé, l'économie s'est relancée, il n'y a pas de raison que le cours reste à ce niveau-là. Donc il va remonter. Et à ce moment-là, on a fait un achat unique. Et si vous regardez bien, une fois que vous sortez au même point de sortie, eh bien on a encore plus de rendement que sur nos deux positions précédentes. Il y a aussi une autre façon de faire qui est de fractionner son achat en DCA. Donc là, je suis encore sur un actif CAC 40 et j'ai acheté plusieurs positions dans le temps. Et ce qui s'est passé, c'est que sur le long terme, j'ai acheté plein de petites positions, qui ont fait que mon prix d'achat unitaire, mon prix de revient unitaire, s'est retrouvé dans la moyenne de tous mes points d'entrée. Donc là, comme on a eu une belle correction, eh bien, ça a permis de redescendre un petit peu le prix d'achat unitaire qui était sûrement très élevé. Il était sûrement monté à peu près là. Il est redescendu. Et puis là, il est remonté progressivement. Et puis, on a arrêté de faire du DCA et on a laissé courir nos gains. Ce qui se passe, c'est qu'on voit qu'on a quand même un bon rendement et surtout, on a une belle sécurité parce qu'on n'est pas obligé d'acheter au moment opportun. C'est-à-dire que vous pouviez acheter en hausse comme en baisse. Et à la limite, quand vous achetez dans les périodes baissières, c'est encore mieux parce que ça permet de faire redescendre votre prix d'achat unitaire. Et ça, c'est très intéressant, surtout si vous avez des petits capitals. Un petit capital. Donc, si vous n'avez pas beaucoup d'argent à investir tous les mois, eh bien, vous investissez des petites fractions, par exemple 50 ou 100 euros, et au bout d'un certain temps, vous allez avoir une très grosse somme d'argent qui sera investie, et vous pourrez quand même toucher un beau rendement à la sortie. Alors, certes, voilà, on le voit très bien, si on achète en une fois, on a quand même un rendement qui est beaucoup plus élevé, mais si vous n'avez pas de gros fonds, si vous n'avez pas de gros moyens, là par exemple, vous pourrez mettre 100 000, 200 000, 300 000 euros. Mais si vous n'avez pas les moyens de mettre 100 000, 200 000, 300 000 euros, vous pouvez mettre 50, 100, 200, 300 euros. Est-ce que ça vaut le coup de mettre 100, 200, 300 euros et d'attendre ? Je ne sais pas. Moi personnellement, j'aurais mis une grosse somme à ce niveau-là. Et ensuite, j'aurais continué en DCA pendant toute la remontée. J'aurais certes fait remonter mon prix d'achat unitaire, donc
j'aurais eu moins de rendement ici. Mais comme j'aurais eu beaucoup plus d'argent qui aurait travaillé entre cette zone-là et peut-être cette zone-là, eh bien, j'aurais beaucoup plus d'argent à la sortie, même si j'ai moins de rendement, parce que il y a quand même pas mal d'argent qui sera cumulé et qui aura travaillé. Donc il y a plusieurs façons de faire. Soit on investit en une fois et on laisse le temps faire. Est-ce qu'on rentre au bon moment? Est-ce qu'on sort au bon moment? Je ne sais pas, c'est un peu plus compliqué parce que, voilà, hein, vous le voyez, selon les points d'entrée, vous n'allez pas avoir les mêmes niveaux de rendement. Si j'étais rentré à ce niveau-là et que j'avais attendu 3 ou 4 ans pour sortir, j'aurais pas gagné grand-chose. Il aurait vraiment fallu attendre plusieurs années. Et ça change tout. Ça change absolument tout. Donc ça, c'est deux approches différentes. Moi, je vous conseillerais plutôt d'acheter en fractionné, surtout si vous êtes débutant, parce que vous n'avez pas besoin de comprendre les graphiques, vous n'avez pas besoin de comprendre où sont les bons points d'entrée, les bons points de sortie, parce que déjà, c'est compliqué à déterminer quand le cours est en train de s'écrire, d'accord, on ne voit pas l'avenir, donc c'est compliqué de savoir ce qu'il va faire. Là, comme je vous l'ai dit, c'est facile d'analyser un graphique qui est déjà écrit, mais dans l'avenir, qu'est-ce qu'il va faire? Ça, c'est une bonne question. Même si on a des bons indicateurs, même si on a de l'intuition, même si voilà, c'est un métier de sentimiste, hein, donc si on a des bons sentiments au niveau de l'actif, le marché n'en a que faire de nos scénarios, de nos stratégies et de nos ambitions de gain. Si demain le marché doit s'écrouler et que vous êtes rentré là en pensant qu'il allait monter comme ça pendant 10 ans, c'est compliqué. Donc faites plutôt du DCA si vous êtes débutant. Ça vous permettra d'investir d'une part des petites sommes d'argent, donc vous prenez moins de risques, parce que si demain ça crache et que ça remonte dans 20 ans, eh bien si vous avez investi pendant un an 50 € par mois, ça reste toujours moins d'argent perdu que si vous aviez investi directement 10 000, 20 000, 30 000 € sur une position. D'accord ? C'est une façon de sécuriser et de diversifier, parce que si vous mettez 50 € sur un actif, parce que si vous avez investi 50 € sur une position et qu'il vous reste encore pas mal d'argent à investir sur ce mois-ci, eh bien vous pouvez acheter plusieurs autres ETF. Vous pouvez acheter plusieurs secteurs différents, plusieurs régions différentes, et donc diversifier et diluer votre risque et aussi votre potentiel de rendement sur le long terme. Parce que s'il y a des ETF qui vont faire du surplace, d'autres vont certainement exploser. Le but n'est pas d'être bien exposé, d'entrer au bon endroit et d'avoir le plus de rendement possible, mais de sécuriser les gains sur le long terme, d'accord ? Parce que vous pouvez aussi très bien choisir le mauvais actif. Et tous les autres performent, sauf celui où vous êtes investi. Et ça peut poser d'autres problèmes. Donc la diversification, ça peut être envisageable plus facilement grâce au DCA. Surtout quand on a des petits capitaux et qu'on commence à investir. Voilà, donc après on peut aller chercher des actions individuelles. Ce qui est un peu plus compliqué, je ne le recommande pas vraiment aux débutants parce qu'il va falloir faire de l'analyse fondamentale, c'est-à-dire qu'il va falloir déterminer la valeur intrinsèque de l'entreprise et déterminer s'il y a du potentiel ou si c'est voué à l'échec. Donc ça s'appelle le stock picking. Donc la stratégie du stock picking, analyse, risque et opportunité, sélection d'actions individuelles, une approche analytique pour les investisseurs avertis. Donc là on est passé au mode averti, on n'est plus en débutant. Le stock picking, ou sélection de titres en français, fait référence à la pratique consistant à choisir des actions individuelles à acheter dans le cadre d'un portefeuille d'investissement plutôt que d'investir dans des fonds communs de placement ou des ETF qui représentent un panier d'actions diversifiées. En d'autres termes, le stock picking implique de rechercher et d'analyser des actions spécifiques, souvent dans le but de trouver celles qui sont sous-évaluées ou qui présentent un fort potentiel de croissance. Donc on a d'un côté les valeurs value et d'un côté les valeurs growth, un truc dans le genre. Donc de croissance. Cette approche repose sur l'idée que certains investisseurs, en utilisant des techniques d'analyse fondamentale, techniques ou quantitatives, peuvent identifier des actions qui surperformeront le marché dans son ensemble. Cependant, le stock picking peut être une stratégie risquée car il est difficile de prédire avec précision quelles actions se comporteront bien à l'avenir. Cela nécessite souvent une recherche approfondie, une expertise en analyse financière et une surveillance constante du marché. De nombreux investisseurs préfèrent une approche de diversification à travers des fonds indiciels ou des ETF pour réduire le risque lié à une sélection individuelle de titres. Donc voilà. C'est assez bien résumé, je pense. Je pense que je me suis pas trop mal débrouillé. Mais globalement, choisir ces actions de manière individuelle, ça demande quand même une certaine expertise, ça demande de savoir analyser des graphiques, de savoir faire une analyse fondamentale, une analyse quantitative, une analyse aussi de la psychologie du marché, voilà, comprendre ce que font les autres. Parce que le marché, c'est quoi ? C'est plein d'investisseurs, c'est des institutions qui investissent, c'est aussi plein d'investisseurs qui sont individuels, qui vont investir sur les marchés, et donc il faut comprendre la psychologie derrière. Pourquoi tout le monde panique ? Pourquoi tout le monde veut de cet actif ? Qu'est-ce qui se passe, d'accord ? Il faut comprendre tout ça, et c'est pas donné à tout le monde, donc
parfois un ETF, c'est quand même plus sécurisé, et surtout moins prise de tête. Voilà. Et par exemple, le S&P 500, c'est 10% de moyenne de rentabilité annuelle. Donc globalement, vous prenez un S&P 500, vous ne prenez pas la tête, vous êtes quasiment assuré, je dis bien quasiment parce qu'il y a des phases de baisse, il y a des phases où ça surperforme un peu plus, mais vous êtes quasiment assuré d'avoir 8, 9, 10, 11, 12% de rentabilité annuelle. Et ça, c'est énorme sur un truc qui vous coûte pas cher en frais de gestion, et puis qui ne vous prend pas beaucoup de temps. Voilà, vous mettez un petit programme DCA automatisé sur Trade Republic. Vous dites à votre programme d'investir, je sais pas moi, 50, 100 euros toutes les semaines, tous les mois sur l'ETF en question. Puis, vous revenez dans 20 ans, 30 ans. Bon, après, il vaut mieux quand même manager et voir un petit peu ce qui se passe sur le secteur, sur la région, etc. Mais globalement, ce n'est pas prise de tête. Et c'est très très bien pour commencer. C'est pour ça que je vous conseille plutôt d'aller sur des obligations, même si ça performe pas trop. Vous êtes sûr d'avoir un revenu fixe, vous êtes sûr de savoir ce qui va vous tomber dans les poches tous les mois. Et vous pouvez aussi aller sur les ETF parce que c'est simple d'utilisation, c'est pas prise de tête. Et surtout, si vous suivez un indice, vous suivez le marché. Donc vous avez la performance globale du marché dans son ensemble. Et ça a pas de valeur parce que certains professionnels n'arrivent même pas à battre le marché. Et c'est compliqué des fois de faire du stock picking et de trouver les actions qui vont faire du, je sais pas moi, 300, 400, 500%, 600%. C'est très rare. Il y a eu Nvidia par exemple qui a explosé, mais il fallait être dedans, il fallait le savoir, il fallait avoir des fonds investis dedans. C'est bien beau d'investir 100 euros ou 200 euros, mais ça va pas faire une grosse différence. Il faut être investi de manière assez conséquente pour avoir des gros rendements, parce que une position sur votre portefeuille, certes ça fait monter la performance de votre portefeuille, mais derrière ça, si les autres sous-performent, ça fait baisser aussi votre performance. Donc il y a plein de choses à voir. Si ça vous intéresse d'en découvrir plus, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je pourrais continuer ce genre de vidéo avec ce genre de format d'ailleurs, et on pourrait développer plein de choses, d'accord ? Moi ça m'a plutôt bien hypé de faire ça, j'étais content de faire ça, et je suis assez content de ce genre de vidéo. Je sais pas si j'ai encore une fiche derrière, non, j'ai plus rien, donc ça sera pour la prochaine fois. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous voulez que je fasse sur cette prochaine page, d'accord ? Qu'est-ce qu'on développe après ? C'est vous qui avez la main, sur la page en question. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Si vous avez des informations complémentaires, ça m'intéresse beaucoup, parce qu'évidemment, j'ai pas la sainte parole, j'ai pas la parole divine, donc je peux avoir oublié des choses, avoir dit des conneries, j'espère pas, je pense pas, mais bon, n'hésitez pas à mettre tout ça dans les commentaires. Et puis ceux qui me traitent de scammer, je vous emmerde. Voilà, c'est vulgaire, mais je vous emmerde. Parce que moi, je suis juste là pour prôner déjà l'indépendance financière, parce que c'est mon objectif principal à moi, d'accord ? Je veux être indépendant financièrement. Je partage tout ça sur les réseaux. J'ai envie de dire, je vous éduque à ma manière, d'accord ? Je vous transmets des choses que j'ai apprises. Et après, vous en servez pas, c'est vous qui voyez, d'accord ? C'est comme la liste de livres que j'ai mis dans la description. Vous achetez pas, ce n'est pas mon problème. Mais voilà, c'est une manière d'apprendre comme une autre. Il y a des choses très intéressantes dans la plupart des livres que j'ai mis là-dedans, et personnellement j'ai appris plein de choses en les lisant. Donc on va s'arrêter là, cette vidéo est quand même extrêmement longue, j'ai assez bien kiffé, voilà, on a quand même vu pas mal de slides, je vous fais un petit résumé en arrière, voilà. Je pense que j'ai pas mal résumé les 6 étapes, du coup c'est 7 étapes parce qu'il y avait une étape bonus. Et donc voilà, les 6 étapes pour investir sans prendre de risques. J'aurais dû marquer pour commencer à investir, d'accord ? Parce que c'est vraiment une vidéo qui est destinée aux débutants. Et si vous souhaitez en apprendre plus, si vous étiez débutant en regardant cette vidéo et que vous souhaitez en apprendre plus sur l'investissement, voilà, mettez un petit commentaire, un petit pouce, un petit like, un petit partage, etc. Et puis on se dit à la prochaine. Surtout, n'arrêtez jamais d'apprendre, de comprendre et d'entreprendre, et abonnez-vous.